celui-là, mais alors, celui-là, comment vous dire à quel point ça fait longtemps que vous le demandez, celui-là? Et c'est normal, hein, en même temps. Hein. Il s'agit quand même d'un des grands noms de l'histoire de la science. Hein. Il a son nom à côté de Galilée, de Newton, d'Einstein. Voilà. Et il est temps de se demander si cette renommée est à ce point justifiée. Mesdames et messieurs, Maxwell. Juste avant d'attaquer, je veux juste vous rappeler en une phrase, si vous regardez cette vidéo avant le 15 décembre, que j'ai une campagne de crowdfunding en cours. Vous trouverez tous les liens, toutes les infos dans la description si vous voulez en savoir plus. Désolé de forcer un peu, mais bon, c'est important. James Clerk Phileas Archibald Connor, t'es sûr là? Barnabas, George, Michael, Augustus, Kevin, aucune idée. Jean-Claude Maxwell est né le... Bon, stop! James Clerk Maxwell, c'est son nom. Et ça s'écrit Clerk avec un E, mais très souvent ça se prononce Clark. Voilà. Et c'est un gars qui est né le 13 juin 1831 à Édimbourg, en Écosse. C'est un Écossais, physicien et mathématicien avant tout. Son nom est irrémédiablement collé au domaine de l'électromagnétisme. Mais, comme on va le voir, c'est un gars qui n'a pas fait que ça. Il a beaucoup bossé. Et on va également voir, spoiler, que sa renommée n'est absolument pas usurpée. Voilà, Maxwell, c'est un des plus grands scientifiques de l'histoire. Et c'est pas la peine d'en rajouter. Oh putain, seuls les vieux auront la ref. Sans déconner, je sais même pas par où commencer avec lui, tellement il a bossé dans toutes les directions et tellement il a affecté un paquet de domaines. Bah déjà, notamment, on va commencer par signaler que le gars est mort à 48 ans, c'est tout de même jeune, et que le consensus dans le milieu scientifique, c'est que personne ne se serait particulièrement attristé s'il avait pu vivre 10 ou 15 ans de plus. Bon bah, je sais pas moi, il était comment quand il était gamin? Bah, il était jeune. Bon, très bien. Alors, déjà Maxwell est né dans une famille aisée, voilà, c'est la noblesse écossaise. Je veux dire, le petit James est un baronnet. C'est comme un petit baron. Et d'ailleurs, et comme ça on va pouvoir expliquer son nom de famille, en fait, son nom de famille c'est Clerk. Et son père s'appelle John Clerk. Mais ce père, John Clerk, a hérité d'une baraque d'une famille un peu éloignée sans doute, enfin voilà, mais qui s'appelait les Maxwell. Et donc, quand il est arrivé sur place, il a ajouté à son nom de famille Maxwell. Donc le père s'appelle John Clerk Maxwell. Apparemment, c'est un truc qui se faisait chez les nobles. Si vous regardez, c'est un peu la même chose qui est arrivé à Redmond Barry quand il s'appelle Barry Lyndon dans le film Barry Lyndon. Tout ça pour dire que la famille a un peu de pognon quand même. Hein. Ils vivent dans une baraque sur un domaine de 6 km², ce qui est quand même plutôt grand. Et là, je suis sûr que vous allez être extrêmement étonné de l'apprendre, mais quand il est gamin, le petit James est un gosse qui est extrêmement curieux, qui s'intéresse à plein de choses et qui passe son temps à poser des questions à tout le monde pour savoir comment et pourquoi telle et telle chose fonctionne. Genre, quand il a 3 ans, ça c'est son père qui écrit ça à sa belle-sœur. Quand il a 3 ans, il passe son temps à observer les portes, les serrures et les clés pour comprendre comment ça marche. Comme quoi, on y revient, mais être curieux, c'est important. Comme ça se faisait dans ces familles à l'époque, c'est sa mère qui s'occupe de son éducation quand il est tout gosse, sauf qu'elle décède d'un cancer abdominal quand il a 8 ans. J'allais dire quand elle a 8 ans, mais ça n'aurait aucun sens. Quand il a 8 ans, elle décède d'un cancer abdominal. Du coup, son père engage un précepteur qui a 16 ans, hein, et qui est apparemment qui est nul à chier, qui se comporte super mal, genre limite il l'insulte, il le frappe, et tout, j'en sais rien. Donc, du coup, le père au bout d'un moment, il en a le cul, vient le précepteur, et il envoie son gamin à l'académie d'Edinburgh. Et on est d'accord que jusque-là, ce que je raconte, c'est une page Wikipédia, quoi. Il n'y a rien pour l'instant. Il s'intéresse énormément aux mathématiques en général et à la géométrie en particulier, et il va publier son premier article, A New Method of Mechanically Plotting Mathematical Curves Using a Piece of Twine. Une nouvelle méthode de construction de courbes mathématiques en utilisant un bout de ficelle à 14 ans. Vous le sentez un peu venir là, le gamin, ou pas encore? Son truc est présenté publiquement à la Royal Society of Edinburgh, mais par son prof de physique et pas par lui-même, parce qu'on estime qu'à 14 ans, il est peut-être un peu jeune pour faire ça lui-même. Ah, et j'ai zappé, mais à 13 ans, il avait gagné la médaille de mathématiques de son bahut, ce qui n'est pas très étonnant, ainsi que le premier prix de poésie, ce
qu'il est déjà un peu plus. À 25 ans, oui j'avance un peu, on va pas passer 10 ans sur son adolescence non plus, parce que sinon on n'a pas fini. Hein. À 25 ans donc, il dirige la chaire de physique de l'université d'Aberdeen, même si à l'époque, ça s'appelle encore le King's College. Donc juste, on soit bien d'accord sur ce que je dis. Hein. Je suis pas en train de dire qu'à 25 ans, il est prof de physique à l'université. Hein. Non, 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 non. Ce que je dis, c'est qu'à 25 ans, il dirige tout le département de physique de l'université. Mais bon, on va pas se leurrer, je sais exactement, je sais précisément pourquoi vous êtes là. Je fais un épisode sur Maxwell, je sais très bien de quoi vous voulez que je parle. Bah bien sûr, évidemment. Vous voulez que je parle des anneaux de Saturne. Alors ça fait déjà longtemps qu'on sait que Saturne a des anneaux. Hein. Je rappelle que la première observation formelle de ces anneaux, elle date de 1610. C'est Galilée qui a fait cette observation. Sauf que les gens sont pas d'accord, il n'y a pas de consensus sur la nature de ces anneaux. Pour certains, ces anneaux sont solides, mais si c'était le cas, ils devraient osciller, se rentrer dedans, voire venir cogner la planète. Un genre de hula-hoop cosmique un peu chelou, comme cette vieille pub un peu moisie, certes, pour Perrier. Enfin bref, si les anneaux étaient solides, ça devrait pas être stable. Pour d'autres, en revanche, ces anneaux devraient être liquides, mais si c'est le cas, bah déjà, liquide de quoi? Et puis ensuite, pourquoi est-ce que ça s'éparpille pas partout? Ça devrait couler partout, il devrait y en avoir partout. Oh putain, titre et retitre. Arrive Maxwell, qui décide d'étudier le machin et qui démontre mathématiquement que la seule façon pour les anneaux d'être stables est qu'ils soient constitués de petits grains, de plein de petits grains, qui se comportent indépendamment les uns des autres, comme des petits satellites de la planète. Alors, déjà, pour ce truc, Maxwell va avoir en 1859 à 28 ans, donc le prix Adams. Mais surtout, et là, moi, ça me touche un peu particulièrement, c'est le genre de truc qui me file un peu le vertige, parce que ça me rappelle à quel point on est vraiment contemporains les uns des autres, c'est que ce machin-là n'a pu être validé par l'observation que lorsque Voyager 1 est passé à proximité de Saturne, en 1980. Donc le gars a écrit son paplard il y a genre 170 ans, mais on a eu la vérification par l'observation quand moi j'avais 3 ans. Mais bon, je veux pas donner l'impression de vous troller, je me doute bien que c'était pas pour ça que vous étiez là. Je sais de quoi vous voulez qu'on parle. Vous voulez qu'on parle des couleurs. Très bien, on va parler des couleurs. Par contre, il faut qu'on fasse un petit flashback parce que ça se passe un petit peu en arrière quand il était encore plus jeune. Oui, et alors ce machin-là, figurez-vous, quand j'ai préparé cet épisode, j'ai été moi-même surpris de voir à quel point il avait bossé dans ce domaine. Je ne savais pas. Le prof de physique de Maxwell, il a des toupies avec dessus des couleurs. Et quand il les fait tourner très vite, eh ben, ces couleurs, elles se mélangent et puis ça fait du blanc. Donc ça, on est d'accord, c'est connu. On le sait déjà, ça. Mais Maxwell s'intéresse également au fonctionnement de l'œil. Et alors, vous savez quoi? Parenthèse, la perception des couleurs, pour Aristote, parce que vous pensez bien que, évidemment, Aristote s'était posé la question, ça s'appuyait sur un mélange entre clarté et lumière. Et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, et je m'en tape, de toute façon c'est faux, on va pas épiloguer. Parce que de toute façon, entre Aristote et Maxwell, il y a Newton qui est passé par là, et que pour lui, la lumière blanche peut être décomposée en 7 couleurs distinctes, et normalement vous avez l'image en tête. Et Albrecht von Haller, un des plus grands physiologistes du XVIIIe siècle, allemand de surcroît, imagine qu'il y a dans l'œil des récepteurs qui sont capables de capter ces différentes couleurs pour ensuite reconstituer l'image quelque part dans le cerveau. Et juste, là, c'est moi qui paraphrase von Haller. Celui, quand il le dit, c'est tout de suite beaucoup plus chelou. La substance médulaire du nerf, ébranlée par les objets extérieurs, cause au moyen des esprits animaux quelques changements dans la partie du cerveau, excitant dans l'âme une nouvelle pensée. Voilà, et c'est au tout début du XIXe siècle, avec les travaux de Thomas Young, celui des fentes, titre, qu'on avance réellement. Il postule qu'il y a dans l'œil des particules en nombre limité qui sont capables de vibrer à l'unisson avec chaque ondulation. Ondulation, là, ça veut dire couleur. Et la biologie moléculaire confirmera qu'en effet, il y a dans l'œil des récepteurs qui sont particulièrement sensibles à 3 couleurs. Le rouge, le vert et le bleu. Maxwell donc s'intéresse à l'œil et il est convaincu qu'il doit être possible de recomposer n'importe quelle couleur à partir d'un mélange de rouge, de vert et de bleu. Alors, d'un côté, c'est un peu marrant parce que c'est pas comme si ça faisait déjà des siècles que les peintres étaient capables de mélanger les couleurs primaires pour obtenir de nouvelles couleurs. Mais bon, là, en réalité, ce que Maxwell veut faire, c'est de la synthèse additive. C'est-à-dire qu'il faut imaginer les couleurs comme des lumières colorées. Mais alors, le faites pas, par contre. Hein. Le faites pas. Parce que ça vient après, la lumière. Et donc Maxwell va jouer avec les toupies de son prof, titre. Il va jouer avec les toupies de son prof et déterminer exactement quelle proportion de rouge, de vert et de bleu il faut pour recomposer n'importe quelle couleur, y compris la couleur blanche. Ouais, ok. Et il va réaliser la première photo en couleur. Ouais, ok.
Mais 2 secondes, hein, juste pas trop vite. Hein, parce que tout ça, donc, ça se passe avant qu'il parte à Aberdeen. Et il va publier en 1855, donc à 24 ans. Techniquement à 23 ans, hein, parce qu'il va présenter ses travaux au mois de mars, donc avant son anniversaire. Il va donc publier Experiments on Color, et cette fois-ci, eh ben, il est assez grand, et c'est lui qui va présenter ça tout seul, comme un grand, devant la Royal Society of Edinburgh. C'est d'ailleurs suite à ça hein, qu'il va obtenir sa chaire de physique à 25 ans. Ça va beaucoup aider. Hein. Et d'ailleurs, les premiers cours qu'il donne, eh ben, ce sont des cours d'optique. Et d'hydrostatique. 2 secondes. L'hydrostatique, c'est l'étude des fluides, mais pas en mouvement, d'accord? Vous étudiez le comportement de l'eau dans un bol, c'est de l'hydrostatique. Ça a l'air con comme ça, sachez que ça ne l'est pas. Archimède, c'est de l'hydrostatique. D'ailleurs, Archimède est considéré comme le père de l'hydrostatique. Ok, donc on parle d'hydrostatique maintenant? Non, parce que si on commence à parler de tout ce à quoi Maxwell s'est intéressé, on y est encore demain. Non, en revanche, pour rester sur cette histoire de couleurs, Maxwell, donc, il a une bonne compréhension de comment les couleurs sont composées, et il propose de prendre une photo sur plaque de verre, 3 fois d'affilée. La même photo, hein, 3 fois d'affilée, mais chaque cliché étant pris avec une fois avec un filtre rouge, une fois avec un filtre vert, une fois avec un filtre bleu. Et il va ensuite superposer les 3 plaques de verre, et c'est comme ça qu'on obtient la première photo en couleur, en 1861. Alors c'est Thomas Sutton qui a pris les clichés, mais c'était sous la direction de James Clerk Maxwell. Et c'est la photo d'un ruban. Et ce qui est marrant, c'est que la façon dont on prend les photos aujourd'hui en numérique, la façon dont on enregistre des vidéos en numérique aujourd'hui, bah, c'est encore quasi la même chose. C'est un peu plus sophistiqué, mais enfin, sur le principe, c'est la même chose. On en avait déjà parlé, hein, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais on en a déjà parlé. Les capteurs des appareils photo sont organisés en matrice de Bayer, avec 50% des récepteurs qui sont verts, qui sont sensibles au vert, 25% au rouge et 25% au bleu. En fait, ça permet en une seule fois de prendre les 3 mêmes clichés, rouge, vert, bleu, de reconstituer l'image. C'est la même chose, c'est la même chose. Et voilà, et donc en 1860, Maxwell reçoit la médaille Rumford pour ses travaux en optique, et on va pouvoir changer de sujet et enfin s'intéresser au sujet que vous attendez toutes et tous. Hydrostatique? Non, sérieux, non. Non, non. Maintenant, on va enfin parler de thermodynamique. Oh putain, oui, mais c'est vrai qu'il a fait ça aussi. Et comme on n'a pas eu souvent l'occasion de parler de thermodynamique sur cette chaîne, parenthèse. La thermodynamique est la branche de la physique qui s'intéresse aux échanges de chaleur. Maxwell a développé un truc qui s'appelle la théorie cinétique des gaz. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est sans doute l'apport le plus important qu'il a fait à la physique. Le truc le plus important, vraiment? Bon, ok, alors il faut bien comprendre un truc, c'est sans doute le deuxième apport le plus important qu'il a fait à la physique. Et ça raconte quoi, cette théorie cinétique des gaz? Alors, c'est basé sur un truc qu'il a développé à peu près en même temps, mais indépendamment de Boltzmann, dont on parlera, et c'est la raison pour laquelle on parle souvent de statistiques de Maxwell-Boltzmann. Oui, parce qu'en thermodynamique, l'essentiel des maths, c'est des maths statistiques. C'est une des particularités majeures de ce domaine. Et cette statistique de Maxwell-Boltzmann, qu'on appelle aussi également la loi de distribution de Maxwell, ça dépend à quel point on respecte Boltzmann. Et sachez-le, ici, on respecte Boltzmann. Elle permet de déterminer la répartition des différents composants d'un gaz entre différents niveaux d'énergie. Ce qu'il faut entendre par là, c'est en fonction de la température. Plus précisément, elle permet de déterminer la répartition statistique des vitesses des particules dans un gaz homogène à l'équilibre thermodynamique. Et alors, équilibre thermodynamique, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre ce gaz et quoi que ce soit d'autre. Et gaz homogène, bah, ça veut dire qu'il est homogène. Ça veut dire que vous n'avez pas dans le gaz, vous n'avez pas genre d'un côté du dioxygène et puis de l'autre côté de l'hélium. C'est homogène. Et alors pourquoi est-ce que cette loi statistique est importante? Parce que justement, c'est elle qui fonde la fameuse théorie cinétique des gaz. Et là, vous allez vite comprendre l'importance du machin. La théorie cinétique des gaz permet d'expliquer à l'échelle macroscopique le comportement d'un gaz à partir du mouvement des particules qu'il compose. D'où l'importance des statistiques dans le domaine, vu le nombre de particules en jeu. C'est la théorie cinétique des gaz qui a permis de formaliser des notions sans doute pas très importantes, telles que la température et la pression. Et alors, juste qu'on soit d'accord, hein, c'est pas Maxwell tout seul. Hein. Je veux dire, avant lui, il y a eu les travaux de Bernoulli d'abord. Daniel Bernoulli. Avec les Bernoulli, il faut dire le prénom parce qu'ils sont 150 000. Puis il y a eu des gens comme Waterston, Joule, Clausius et évidemment Boltzmann. Mais il faut bien comprendre que la notion de, oui, en fait, la température, c'est une mesure de l'agitation des particules dans un fluide. Ou même la notion de, oui, la pression, c'est la mesure de à quel point ces particules, elles viennent choquer... Tout ça, ça vient de là. Et non seulement ça, mais j'ajoute qu'en plus, c'est un argument
très important en faveur de l'atomisme. Je rappelle qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore de consensus sur le fait que les atomes existent. Et je rappelle que les non-atomistes pousseront Boltzmann au suicide. Ouais. Et donc Maxwell bosse sur les fondements et la formalisation de ce machin-là. Voilà. Et on est en 1866 et il a 35 ans et il vous emmerde. Comment? Non, laisse, il est encore sur Boltzmann là. Bon, juste avant de changer de sujet sur la thermodynamique, il y a deux machins dont je voudrais vous parler. Le premier, c'est un truc qui s'appelle le démon de Maxwell. Et bon, là, il y a zéro question, hein, c'est direct, parenthèse. Le démon de Maxwell est un exercice de pensée visant à montrer que la deuxième loi de la thermodynamique n'est vraie que statistiquement. Donc que à l'échelle macroscopique. Pardon, la deuxième loi, parenthèse. Il existe trois grands principes en thermodynamique qu'on appelle les trois lois de la thermodynamique. Parce qu'en anglais, ils appellent ça laws, et donc on traduit ça parfois, malheureusement, en loi. Et donc, ces trois grands principes sont au nombre de 4. Voilà, déjà ça c'est fait. Et alors pourquoi? Parce qu'il y a le premier principe, le deuxième principe, le principe 0, hein, et le troisième principe. Voilà, et alors rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails, le premier principe, c'est l'énergie totale d'un système isolé est conservée par toutes les transformations que subit ce système. Un système isolé, c'est un système qui n'échange ni énergie, ni chaleur, ni rien avec l'extérieur. Il est isolé. Et donc ce principe, c'est le principe de la conservation. C'est un classique. Le deuxième principe, et là ce que je veux dire, c'est comme ça, il faut juste l'accepter, il a plein d'énoncés qui ont vraiment pas l'air de dire la même chose, mais qui sont équivalents. Voilà. Et comme on va un peu s'attarder sur celui-là, on va d'abord juste vite faire les autres. Le principe 0, il dit que si vous avez deux systèmes qui sont à l'équilibre thermodynamique avec un troisième système, eh ben les deux systèmes sont en équilibre thermodynamique entre eux. Par exemple, vous prenez un verre d'eau que vous appelez le verre numéro 1 et un verre d'eau que vous appelez le verre numéro 2, vous les mettez les deux au bain-marie dans un bol d'eau, pas nécessairement à la même température, tout ça, vous attendez, au bout d'un moment, le verre 1 et le verre 2 sont à équilibre thermodynamique avec l'eau dans le bol, et ben les deux verres sont à la même température, ils sont à l'équilibre thermodynamique. Alors ça a l'air très très con dit comme ça a l'air d'être une immense évidence, voilà, mais c'est l'exemple qui est con, voilà, c'est juste ça. Mais en gros, ça raconte ça. Et le troisième principe, il a à voir avec le comportement d'un système quand on approche de la température du zéro absolu. Donc on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Donc voilà, sachez, voilà, il y a un troisième principe, ça a à voir avec ça, mais on s'en fout. Là maintenant, on va s'intéresser au deuxième principe. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Muse a écrit une chanson qui s'appelle Second Law. Et étonnamment, c'est précisément de ça dont il parle. In all energy exchanges, if no energy enters or leaves an isolated system, the entropy of that system increases. Une façon de présenter le deuxième principe est la suivante. À cause du premier principe, on sait qu'il n'est pas possible de créer de l'énergie à partir de nulle part. Voilà. Dans un système isolé, l'énergie ne va pas arriver comme ça. En revanche, il n'y a strictement rien qui s'oppose au fait qu'au sein même de ce système, il y a des échanges d'énergie. De la même manière, il n'y a rien qui s'oppose à ce que ces échanges soient réversibles. Or, il se trouve que certains phénomènes semblent ne pas du tout être réversibles. Si vous prenez un système qui est constitué d'un verre d'eau dans lequel vous mettez un glaçon, vous attendez, le glaçon va fondre dans l'eau, il est absolument impossible de reconstituer précisément le glaçon avec les molécules d'eau du début du glaçon, avec la forme du glaçon et tout, à partir de ce mélange que vous avez obtenu. Ce n'est pas possible. Et donc, pour pouvoir expliquer cette impossibilité, pour expliquer cette irréversibilité, il faut un deuxième principe. Et sur ce deuxième principe, il faut une nouvelle information qu'on va appeler l'entropie. On aura sans doute l'occasion de parler dans le détail de l'entropie, hein. Notamment quand on parlera de Boltzmann, c'est un peu une évidence. Cela étant, l'entropie, on en a déjà un peu parlé dans l'épisode sur les trous noirs. Disons simplement ceci. L'entropie permet de mesurer l'état global d'un système. Voilà, c'est un nombre qui mesure l'état d'un système. Quand on parle d'entropie, on parle d'ailleurs souvent de notion d'ordre ou de désordre, ce qui est une notion qui est un peu restrictive, mais pour ce que nous on va en faire, en vrai ça va. Si vous avez deux bassines de flotte, vous avez 1 litre d'eau chaude, qui est rouge, et 1 litre d'eau froide, qui est bleue. Tant que le système est séparé, l'eau chaude et l'eau froide sont bien rangées chacun de leur côté, le système est dit en ordre. Vous avez l'eau chaude ici, l'eau froide ici. Mais si maintenant vous les mélangez dans une plus grande bassine, ce qui va se passer, c'est que très rapidement, le bleu et le rouge vont se mélanger, l'eau chaude va refroidir, l'eau froide va se réchauffer, et au bout d'un moment, vous serez plus capable de distinguer l'eau chaude de l'eau froide. Très rapidement même. On constate que le désordre augmente.
Et enfin, lorsqu'il se passe absolument plus rien, que tout est mélangé et que tout est parfaitement tiède, le désordre est au maximum. Ce que dit le deuxième principe de thermodynamique, c'est que certains phénomènes sont irréversibles et que dans un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. Donc, juste, je resitue où on en est, pour que les gens ne se perdent pas dans les parenthèses. Maxwell a donc mis au point un exercice de pensée, dont le but est de démontrer que la deuxième loi de la thermodynamique n'est vraie que statistiquement, que à l'échelle macroscopique, mais pas du tout à l'échelle microscopique. Et bien comment ça marche ce démon de Maxwell? Imaginez une boîte avec deux compartiments, A et B. Vous avez un gaz dans chacun de ces compartiments, mais la température est plus élevée dans le compartiment B que dans A. Et à la séparation de ces deux compartiments, vous avez une porte qui peut être actionnée par un petit démon qui observe les molécules de gaz. Et oui, à l'époque où Maxwell conçoit ce truc-là, on ne sait pas encore si les molécules existent. Mais c'est l'hypothèse de Maxwell. Et puis du coup, il avait raison. Donc le démon observe toutes les molécules et il est capable de connaître leur vitesse. Et chaque fois qu'il voit une molécule aller un peu plus vite que la vitesse moyenne dans le compartiment A, donc chaque fois qu'il voit dans le compartiment A une molécule qui est plus chaude que la moyenne, il ouvre la porte pour la laisser rejoindre le compartiment B. Et inversement, si du côté B il y a une molécule qui est plus lente que la moyenne, donc si elle est plus froide, il ouvre la porte et la laisse passer côté A. J'ajoute, parce que c'est essentiel dans cette expérience de pensée, pour Maxwell, l'ouverture et la fermeture de la porte ne consomment aucune énergie. Vous comprenez bien qu'avec cette méthode, si vous laissez courir l'expérience suffisamment longtemps, vous allez finir par séparer le gaz chaud et le gaz froid, sans apport d'énergie. Vous allez ranger ce système, vous allez l'ordonner, vous allez faire baisser son entropie, alors que le système est isolé. Ce qui est contraire au deuxième principe de la thermodynamique. Paradoxe. Voilà, pour Maxwell, ce deuxième principe de la thermodynamique est globalement vrai. Il est vrai IRL, dans le monde réel. Mais ce serait que pour des raisons statistiques. En vrai de vrai, à l'échelle microscopique, n'importe quel phénomène devrait pouvoir être réversible. Et bien, cette expérience de pensée, il n'y a pas de consensus scientifique clair sur est-ce que ça marche ou pas. J'explique. Rapidement, mais j'explique. Oui, parce qu'à ce stade de la vidéo, on n'a pas encore abordé la question de l'électromagnétisme. Je dis ça, je dis rien. Donc Maxwell conçoit ce machin en 1867, et globalement, il se passera strictement rien jusqu'en 1929, quand Szilard va en proposer un modèle physique, formel, pour tenter de comprendre si ce truc-là marche ou pas. Et il faudra attendre encore 20 ans, c'est-à-dire 1949, donc 82 ans après l'énoncé du machin, pour qu'un gars qui s'appelle Léon Brillouin propose une solution pour lever ce paradoxe. Le démon, avant d'ouvrir et de fermer la porte, il doit donc observer les molécules et obtenir l'information de leur température, de leur vitesse de déplacement, tout ça. Et bien cette acquisition d'informations, d'après Brillouin, fait augmenter l'entropie du système, et donc c'est ça qui sauve le second principe de thermodynamique. Sauf qu'avec le temps, on s'est rendu compte que cette solution, ça ne résout pas vraiment le problème, notamment avec des nouveaux modèles de démons plus automatiques et pour lesquels l'acquisition d'informations n'est plus déterminante. Sans compter qu'on a également critiqué le lien de cause à effet que faisait Brillouin entre le fait d'acquérir de l'information et le fait que l'entropie augmente. Il y a ça aussi. Tout ça pour dire qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus, notamment si on commence à prendre en compte des trucs un peu exotiques, genre des champs de force ou l'intrication quantique, ou voilà. Cela étant, qu'on soit clair, il y a toujours, et jusqu'à nouvel ordre, un consensus quant à la validité du second principe de thermodynamique. Donc si vous commencez dans les commentaires à me parler de moteur à énergie libre, je vous déglingue. Donc ça, c'était le démon de Maxwell. Et si vous vous rappelez bien, il y a deux paires de parenthèses, donc ça fait longtemps, j'avais dit qu'il y avait deux choses dont je voulais encore parler au sujet de la thermodynamique. Donc la première, c'était le démon de Maxwell, et la deuxième, c'est en 1871, alors que Maxwell est âgé de 40 ans, il établit les relations thermodynamiques de Maxwell. Ça, on va vraiment pas détailler, mais il faut noter quand même deux choses. La première, c'est que c'est extrêmement puissant dans le domaine de la thermodynamique, et la deuxième, c'est en quoi ça consiste. Ça consiste en une série d'égalités qui permettent de mettre en relation les dérivées partielles de certaines grandeurs, de diverses grandeurs d'un système thermodynamique. Les grandeurs étant la pression, la température, le volume et l'entropie. Et en gros, il y a 4 relations qui sont relatives à l'énergie interne, l'enthalpie, l'énergie libre, pas celle du moteur à énergie libre. C'est pas la même notion.
D'accord? Juste 2 secondes, voilà. Sur Internet, il y a beaucoup de gens qui parlent du moteur à énergie libre, le moteur qui consommerait rien et qui marcherait pendant des milliers d'années avec un rendement à 100%. Sur tout ça, dans 99,99% des cas, ils vont citer le nom de ce mec-là. Ils vont dire que ça a été inventé par Nikola Tesla, mais que ça a été caché par les lobbies de je sais pas quoi. Donc, une bonne fois pour toutes, ce type de moteur n'existe pas, ne peut pas exister, n'existera jamais. Vous voyez, le truc, je l'assume vraiment, ça n'existera jamais. Point. Ce n'est physiquement pas possible. Arrêtez de regarder ce genre de conneries, ou à minima, arrêtez de me demander ce que j'en pense. Et enfin, l'enthalpie libre. On ne va pas rentrer dans le détail de ces notions. Je voulais juste les balancer comme ça, pour que ça réveille des vieux cauchemars aux anciens suspects. Et donc, enfin, parlons d'électromagnétisme. Et alors, on ne va pas se palucher l'historique de toute l'histoire de l'électricité et du magnétisme, parce que ça nous ferait remonter jusqu'à genre Aristote, et puis là, ça va bien. On va simplement brosser rapidement le décor avant Maxwell. Notre histoire commence en 1802, lorsqu'un juriste italien passionné de physique qui s'appelle Gian Domenico Romagnosi effectue une expérience plutôt simple. Il a un circuit électrique à côté duquel il vient poser une boussole qui indique le nord, voilà. Et lorsqu'il ferme le circuit et que donc le courant circule, l'aiguille cesse de montrer le nord pour montrer une autre direction. Toujours la même. Et s'il déplace la boussole, la direction change, mais par contre, depuis une position donnée, s'il répète l'expérience, même à des jours d'écart, la direction indiquée par la boussole sera toujours la même. Donc c'est pas chaotique, c'est pas aléatoire ni rien. Il constate donc un lien entre l'électricité et le magnétisme. Il écrit un article sur le sujet dans un journal local. Il fait envoyer cet article à l'Académie des sciences françaises, qui n'en a strictement rien à battre. Et sans doute le fait que le gars était juriste n'a pas aidé. 18 ans plus tard, le physicien danois Hans Christian Ørsted réalise la même expérience, publie un papier similaire, et cette fois-ci, le monde remarque cette expérience. C'est bon, maintenant on la reconnaît, on l'appelle depuis l'expérience de Ørsted. Pour la petite histoire, Ørsted lui-même attribuera la paternité de cette expérience à Romagnosi, 18 ans plus tôt, mais ça ne changera rien, ça s'appelle l'expérience de Ørsted. Et à partir de là, on va commencer à s'intéresser de plus en plus conjointement aux phénomènes électriques et aux phénomènes magnétiques. Et il y a plusieurs noms qu'on va voir popper dans cette histoire, donc je vous les balance maintenant dans l'ordre alphabétique. Ampère, Faraday, Gauss, Thomson. Le théorème d'Ampère permet de mesurer le champ magnétique autour d'un courant électrique stable et constant. Donc il s'agit d'électrostatique. Donc ce théorème d'Ampère, il rentre à la fois dans le domaine de l'électrostatique et de la magnétostatique. Toujours en électrostatique, le théorème de Gauss dit que le flux d'un champ électrique qui sort d'une surface donnée, imaginez une sphère, une petite sphère là, donc si on mesure le champ électrique qui sort de cette surface, en fait il est proportionnel à la charge électrique contenue à l'intérieur de cette surface, dans le volume qui est contenu par cette surface. Autrement dit, si à l'intérieur de cette sphère vous avez 2 fois plus de charge électrique, le champ électrique qui va en sortir sera 2 fois plus grand. Et sur ce théorème-là, les gens qui ont déjà bouffé des équations de Maxwell, ça leur a fait popper un nom comme ça qui a ressurgi dans leur mémoire et qui leur a causé à l'époque des cauchemars. Et ce nom c'est Nabla. Toujours de Gauss, autre théorème, enfin c'est un peu le même genre si vous voulez, c'est le pendant mais en magnétostatique. Il n'existe pas de charge magnétique au même titre qu'il existe une charge électrique. Pour le dire simplement, un électron, c'est une charge électrique négative qui peut exister tout seul. Ça, il peut être là, hop, un électron. Voilà. Pareil, un proton, c'est une charge électrique positive qui peut exister tout seul. Hop, un proton. Voilà. Il n'existe pas de particules magnétiques. Il n'y a pas de magnéton. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un pôle magnétique tout seul. En gros, quand vous avez un champ magnétique, vous avez nécessairement quelque part un pôle nord et un pôle sud. Ça va par deux. Si vous avez un aimant avec un pôle nord et un pôle sud, vous le cassez en deux, vous ne pouvez pas séparer le pôle nord du pôle sud. Vous vous retrouvez avec 2 petits aimants, avec chacun un pôle nord, un pôle sud, un pôle nord, un pôle sud. Et enfin, la loi d'induction de Faraday décrit comment la variation d'un champ magnétique induit, en l'occurrence, c'est dans le nom, un champ électrique et un courant électrique induit. Et alors juste, concernant Faraday, il y a 2-3 trucs à savoir. Déjà, le premier truc, moi qui m'a fait halluciner, c'est que le gars est globalement autodidacte. Voilà, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que c'est un gars qui adorait non seulement faire des expériences, mais les faire devant le grand public. Il adorait expliquer ce qui se passait au grand public. C'est sans doute
un des premiers grands vulgarisateurs, et c'est sans doute à lui qu'on doit la tradition anglo-saxonne de la vulgarisation. Et juste concernant cette expérience donc, qui mène à la loi d'induction de Faraday, Faraday était capable de faire l'expérience, il était capable de prendre des mesures très précises et donc de déterminer très précisément de quelle façon la variation faisait ci ou ça, mais il ne comprenait pas comment ça marchait. Le pourquoi du comment, il ne l'avait pas. Voilà pour le décor, arrive Maxwell, qui va s'intéresser à tout ça, et qui ne va pas faire semblant. Ça, c'est sûr. Maxwell est un nom qui est indissociable de l'électromagnétisme. Mais pas nécessairement pour les raisons auxquelles on pense. Parce qu'en fait, les équations dont je viens de parler entre parenthèses, là, c'est ce qui va devenir les équations de Maxwell. Et donc, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on appelle ça les équations de Maxwell si elles existaient déjà avant. Déjà, ce dont on vient de parler, à part la loi d'induction de Faraday, ça concernait que l'électrostatique et la magnétostatique, des situations stables où rien ne change. Et en l'occurrence, comme Faraday ne comprenait pas vraiment comment fonctionnait le truc qui faisait fonctionner, l'apport de Maxwell reste également conséquent dans ce cas-là. Ce que va faire Maxwell, c'est qu'il va unifier toutes ces équations décrivant un ensemble électromagnétique, mais cette fois-ci éventuellement également dynamique. C'est en ça que les équations de Maxwell sont le fondement de l'électromagnétisme. En plus, oui, il y a une véritable élégance dans les équations de Maxwell. Alors, ça saute pas aux yeux nécessairement quand on n'y comprend rien, mais je vous assure que c'est beau, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Mais pour ça, il va falloir qu'on fasse une toute petite digression pour parler de deux outils mathématiques, qui en anglais s'appellent div et curl, et qui en français s'appellent divergence et rotationnelle. Et il se trouve que divergence, parfois, on l'appelle par le nom de son opérateur, qui est un delta à l'envers, nabla. La divergence, ou nabla, c'est un opérateur dans l'analyse vectorielle. Et ça, c'est très important parce que tout ce dont on va parler se passe dans des champs vectoriels. Alors, pas besoin de parenthèses supplémentaires pour ça, les champs vectoriels, on en a déjà parlé, rappelez-vous. Quand vous avez dans une zone en tout point que vous pouvez mesurer à la fois une information d'intensité, un nombre, ainsi qu'une direction, une orientation, un sens, vous êtes dans un champ vectoriel. Par exemple, le champ gravitationnel de la Terre, voilà, si vous êtes autour de la Terre, vous êtes capable en n'importe quel point de déterminer l'intensité de la gravité terrestre et son orientation vers le centre de la Terre. C'est un champ vectoriel. Les champs électriques et les champs magnétiques, c'est pareil. En tout point, vous avez une intensité et un sens, une direction, une orientation. Ce sont des champs vectoriels. Pour faire simple, la divergence, c'est un outil qui va vous permettre, pour une zone donnée, de déterminer s'il y a plus de vecteurs qui entrent dans cette zone ou de vecteurs qui sortent de cette zone. Imaginez un petit cours d'eau, mais vraiment un petit cours d'eau à la conserve. Vous avez une source, ensuite, après cette source, vous avez un petit ruisseau, et ce ruisseau va se jeter dans une petite mare. C'est tout, c'est un truc tout con. Si vous calculez la divergence autour juste de la source, vous n'avez que de l'eau qui sort, vous n'avez pas d'eau qui rentre. On dit alors que la divergence est positive. Si maintenant vous calculez la divergence au niveau du cours d'eau, à n'importe quel endroit, vous avez autant d'eau qui rentre que d'eau qui sort, donc vous avez autant, si vous voulez, de vecteurs qui rentrent que de vecteurs qui sortent. On parle alors de divergence nulle. Et enfin, au niveau de la mare, vous n'avez que de l'eau qui rentre et absolument plus d'eau qui sort. Donc c'est-à-dire que tous les vecteurs rentrent. On parle alors de divergence négative. Donc ça, c'est le premier outil, la divergence. Et le deuxième outil, le rotationnel, vous allez voir, il est un peu moins intuitif, mais il n'est pas franchement plus compliqué. Lorsque vous avez un vecteur qui va dans une direction donnée, son rotationnel, comme son nom l'indique, c'est un mouvement de rotation qui s'effectue autour de ce vecteur. Voilà. Et ce geste-là que je suis en train de faire, il va aussi provoquer quelques cauchemars aux anciens subsp. Et alors, juste petite note là pour les actuels subsp et pour les matheux en tout genre. Je suis parfaitement conscient que ce que je raconte là, c'est beaucoup de la merde. D'accord ? Je le sais. Ok ? Mais le but, qu'on soit clair, c'est qu'on sente les choses, d'accord ? Il n'est pas question de mater cette vidéo et ensuite d'aller calculer des champs magnétiques. Le théorème de Gauss en électrostatique, Maxwell va en faire l'équation de Maxwell-Gauss, qui dit la chose suivante. La divergence du champ électrique est égale à ρ divisé par epsilon 0. Et alors, epsilon 0, c'est une constante, c'est un nombre. Ce serait pas là, ça changerait rien, d'accord ? Et pour la petite histoire, on l'appelle la permittivité diélectrique du vide, ou plus simplement la constante diélectrique. Et ρ, c'est la charge électrique. Ce que dit cette équation, c'est que la divergence du champ électrique est directement proportionnelle à la charge électrique.
Partant de là, c'est hyper simple de comprendre. C'est-à-dire que si vous avez un endroit, une charge électrique positive, le champ électrique, il en émane, c'est-à-dire que vous avez des vecteurs qui sortent de cette zone. La divergence du champ électrique est positive. Vous avez une charge électrique négative, c'est l'inverse. Les vecteurs y rentrent, vous avez une divergence du champ électrique qui est négative. Et si vous avez à un endroit d'un champ électrique, un endroit où il n'y a pas de charge, voilà, vous avez le champ qui traverse, donc vous avez autant de flèches qui rentrent qui sortent, donc la divergence du champ électrique est nulle. Vous voyez, c'est pas compliqué en vrai. Bon, deuxième équation, celle de Maxwell-Thomson. Et alors le Thomson en question, c'est Joseph John Thomson, celui qui va découvrir quelques années plus tard l'électron. Parce que tout ça, on ne connaît pas encore l'électron. Voilà. Thomson, on en a parlé dans la vidéo sur l'atome. Le lien est dans la description. Et alors son nom est collé à cette équation parce qu'il a bossé sur le sujet, mais cette équation dérive toujours du théorème de Gauss, mais cette fois-ci du théorème de Gauss en magnétostatique. Et cette équation de Maxwell-Thomson, elle dit la chose suivante, et c'est la plus simple et la plus belle de toute cette série d'équations. La divergence du champ magnétique est nulle. Et qu'est-ce que ça raconte en pratique? Ça raconte que si vous avez un champ magnétique, vous pouvez bien regarder n'importe quelle zone de ce champ que vous souhaitez, y compris au niveau des pôles, vous aurez toujours des vecteurs qui rentrent et des vecteurs qui sortent, et le total sera nul. La divergence du champ magnétique est nulle. Dit encore autrement, le champ magnétique n'émane de nulle part en particulier et n'arrive nulle part en particulier. Il n'y a pas de charge magnétique positive et de charge magnétique négative. Il n'existe pas de charge magnétique. Et en général, on le résume plutôt ainsi, il n'existe pas de monopôle magnétique. À notre connaissance, et j'insiste sur le « à notre connaissance », parce que l'existence théorique d'une particule chargée magnétiquement, donc un monopôle magnétique, a été démontrée par Paul Dirac en 1931. Donc ça devrait pouvoir exister. C'est dans le cadre de la mécanique quantique, ça devrait pouvoir exister. Et d'ailleurs, vous avez des domaines de recherche, donc la théorie des cordes et supersymétrie notamment, qui, eux, ils en cherchent des monopoles magnétiques. La troisième équation de Maxwell, l'équation dite de Maxwell-Faraday, et qui donc découle de la loi d'induction de Faraday, dit la chose suivante. Le rotationnel du champ électrique est opposé à la dérivée temporelle du champ magnétique. Alors juste, dérivée temporelle du champ magnétique, ou dérivée partielle du champ magnétique par rapport au temps, c'est la même chose, ça veut simplement dire variation du champ magnétique au cours du temps. Voilà, c'est mathématiquement, ça s'écrit comme ça, parce que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus élégant quand on fait des maths, mais ça veut juste dire, ça c'est la variation du champ magnétique au cours du temps. C'était l'expérience de Faraday, vous faites varier le champ magnétique, vous le faites varier dans le temps. Et donc ce que dit cette équation, c'est que si vous faites varier dans le temps le champ magnétique, ça va induire un champ électrique qui s'enroule autour de ce champ magnétique. Et juste, vous aurez noté que, j'insiste un peu à chaque fois, les vecteurs qui sortent, qui rentrent, les trucs qui s'enroulent, on est bien d'accord, les termes ne sont pas corrects. Il n'y a pas de vecteur qui sort, il n'y a pas de vecteur qui rentre, il n'y a pas de champ qui s'enroule. Ce sont des facilités de compréhension. Alors, j'insiste vraiment sur cet épisode plus que sur les autres épisodes. Dans les autres épisodes, je fais pareil, je simplifie des trucs, je vulgarise, je machin, mais là, j'insiste parce que dans cet épisode, on s'attarde vraiment sur des équations mathématiques. Et normalement, les équations mathématiques, c'est censé être manipulé avec de la rigueur. Et enfin, la quatrième équation de Maxwell, l'équation dite Maxwell-Ampère, et qui donc découle de la loi d'Ampère, et elle dit la chose suivante, et là c'est la plus compliquée, c'est pour ça que j'ai mon papier à côté. Le rotationnel du champ magnétique est égal à mu0 multiplié par le vecteur de densité J, plus mu0 multiplié par epsilon 0, c'est le même epsilon 0 que précédemment, multiplié par la dérivée temporelle du champ électrique. Là, très clairement, on a perdu un peu en élégance, mais vous allez voir que pas tant que ça. Bon, déjà, epsilon 0, ça on a vu, c'est une constante, c'est un nombre, on s'en préoccupe pas. C'est un nombre, il est là, voilà. Il est là. La permittivité diélectrique du vide. Eh bien, mu0, c'est pareil, c'est le pendant magnétique. C'est la permittivité magnétique du vide. Mais c'est pareil, c'est une constante, c'est un nombre, on s'en préoccupe pas. J, maintenant, le vecteur de densité du courant électrique, ça a l'air plus compliqué, mais ça l'est pas franchement plus. J, en fait, ça décrit le courant électrique qui passe par un endroit donné, qui traverse une surface donnée. Voilà, c'est le courant électrique. Retenez juste ça, c'est le courant électrique. Éventuellement, retenez, c'est le courant électrique stable, constant. On va y venir.
Oui, parce que là, on note bien qu'on a perdu en symétrie avec l'équation précédente. C'est-à-dire que ça ressemble un peu, c'est-à-dire d'un côté, vous avez un rotationnel d'un champ qui est égal à plus ou moins quelque chose qui a à voir avec la dérivée temporelle de l'autre champ, mais il y a ce truc en plus, avec J. Or, si vous vous rappelez bien, la loi d'Ampère, elle disait que quand vous avez un courant constant qui ne bouge pas, un courant électrique qui traverse là, vous avez un champ magnétique qui vient s'enrouler autour. Voilà. Bah, la loi d'Ampère en électrostatique, c'est exactement la première partie de l'équation. Mu0J. Mu0J, c'est la loi d'Ampère en électrostatique. Et d'ailleurs, vous constatez que si jamais vous ne faites pas varier le champ électrique, alors la dérivée temporelle du champ électrique est nulle, et ben vous avez la loi d'Ampère. Et donc l'apport de Maxwell, en l'occurrence, c'est dire que si vous faites varier le champ électrique, eh ben, vous induisez un champ magnétique qui s'enroule autour de ce champ électrique. Et ça, par exemple, ça peut être intéressant quand vous avez du courant alternatif autour de condensateurs. Mais on est hors du... Voilà. Oui, là, je ne sais pas s'il y a besoin de rentrer dans des choses comme ça. Oui, et donc, voilà, vous avez les 4 équations de Maxwell. Et c'est beau et élégant. C'est-à-dire que vous en avez 2 qui utilisent la divergence, 2 qui utilisent le rotationnel. À chaque fois, elles sont plus ou moins miroirs. Ça veut dire que dans les divergences, vous en avez une qui concerne le champ électrique, l'autre le champ magnétique. Sur les rotationnels, vous avez aussi donc cette symétrie qu'on a vue. Ouais, c'est beau et élégant. Et juste pour la petite histoire, Maxwell, quand il a commencé à bosser là-dessus, il en avait plus d'une vingtaine d'équations avec des dérivées partielles et des machins dans tous les sens. Et il a réussi à ramener tout ça à 4. C'est beau, putain. Et donc Maxwell va présenter tout ça en 1864 devant la Royal Society, et c'est très clairement son plus gros apport aux sciences. En partie. En partie, oui, parce que tant qu'il va bosser dans l'électromagnétisme, il va également découvrir d'autres trucs. Et postuler d'autres trucs. Et ça va notamment être la raison pour laquelle, quand on disait à Einstein, mais en fait, vous vous êtes appuyé sur les travaux de Newton pour vos travaux, il disait non, je me suis appuyé sur les travaux de Maxwell. Donc, Maxwell étudie les oscillations des champs électriques et des champs magnétiques, et il va formuler une équation d'onde électromagnétique. C'est-à-dire que les machins oscillent, donc il fait une équation d'onde électromagnétique. Donc on est d'accord, l'onde électromagnétique, c'est Maxwell. C'est pas que Maxwell, mais c'est Maxwell. Et donc Maxwell va étudier son équation, il va étudier les caractéristiques de son onde électromagnétique, et puis il va constater que c'est marrant, cette onde électromagnétique semble capable de se propager dans le vide à une vitesse, 2 secondes je calcule, à une vitesse extrêmement proche de la vitesse de la lumière. Comme la lumière. Et là, il y a un truc qui fait boum là-dedans. Et il écrit en 1864 dans son article « A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field ». Cette vitesse est si proche de celle de la lumière qu'il semble que nous ayons de bonnes raisons de conclure que la lumière elle-même, y compris le rayonnement de chaleur et les autres rayonnements s'il y en a, est une perturbation électromagnétique qui se propage sous la forme d'ondes à travers le champ électromagnétique et selon les lois de l'électromagnétisme. Bon, là, il y a plusieurs choses à ramasser de ce qu'il raconte. Déjà, le gars intuitionne que le rayonnement de chaleur, qu'on appellera par la suite le rayonnement infrarouge, il dit en fait c'est parfaitement similaire à la lumière. Voilà. Comme tout autre type de rayonnement dont il ne sait même pas s'ils existent, mais dont il suppose qu'ils devraient pouvoir exister. Donc là, le gars, très manifestement, il dit ouais, vous savez, la lumière, là, le truc qu'on connaît, ouais, en fait, ça fait partie d'un truc beaucoup plus vaste qui s'appelle les ondes électromagnétiques. Et donc, dès que vous avez un champ magnétique, un champ électrique, tout ça, c'est la même chose que la lumière, voilà. Et en fait, vous avez des rayonnements qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière, c'est une toute petite partie d'un truc qu'on pourrait appeler le spectre électromagnétique. Et en fait, là, ce serait juste la partie visible qu'on voit. Et puis, ça se trouve, ça s'étend, on ne sait pas jusqu'où, de plus et moins. Mais voilà, comme vous le savez, il a eu raison. Et il s'avère que cette découverte est considérée comme la plus grande découverte scientifique du 19e siècle. Et ensuite, Maxwell, il a fait quoi ? En 1867, Maxwell jette les bases d'une nouvelle théorie mathématique dite de régulation, mais qu'il n'aura jamais le temps de compléter, et il décède à l'âge de 48 ans, en novembre, le 5 novembre 1879, d'un cancer de l'estomac, le même qui avait emporté sa mère à peu près au même âge. C'est un peu abrupt comme fin, non ? Alors, oui, mais de fait, c'est également conforme au fait qu'on attendait encore beaucoup de choses de Maxwell. Maxwell avait sans doute encore beaucoup de choses à découvrir, à raconter. Mais l'histoire en a décidé autrement.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'il a apporté, à part ses découvertes, machin, et qu'est-ce qu'il a de singulier, on pourrait dire? Alors, c'est pas si singulier que ça, mais en revanche, dans son cas, lui, c'est net, c'est que Maxwell s'inscrit dans des lignées. À 14 ans, son premier article, bah en fait, ça suit les travaux de Descartes. En optique, il va suivre les travaux de Newton, de Young. En électromagnétisme, il va suivre donc les travaux d'Ampère, de Faraday, de Gauss. Il s'inscrit dans des lignées. Est-ce que tu n'aurais pas un peu envie de dire que rien n'émerge du néant? Si, bien sûr, mais surtout, ce que je vais faire, c'est que je voudrais conclure par quelques citations qui, si jamais moi, j'ai pas réussi à le faire, permettront peut-être de vous aider à comprendre à quel point le gars est important. La théorie de la relativité doit son origine aux équations de Maxwell sur le champ électromagnétique. Il a atteint des sommets inégalés. Depuis des temps immémoriaux, disons depuis 10 000 ans, il y a peu de doute que l'événement le plus marquant sera pour un temps la découverte au XIXe siècle de Maxwell sur les lois de l'électromagnétisme. L'importance de Maxwell dans l'histoire des sciences est comparable à celle d'Einstein qui l'inspira et de Newton dont il réduisit l'influence. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, surtout, pensez bien à lui mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à commenter, c'est important pour le référencement, tout ça, mais même simplement aussi si vous voulez partager des informations, si vous voulez poser des questions. À la base, ça sert à ça les commentaires, c'est pas que pour le référencement. Voilà. En tout cas, ce qui est essentiel, si elle vous a plu, c'est de la partager sur vos réseaux. Ça, j'insisterai jamais assez, c'est crucial. Je le répète également, si vous regardez cette vidéo avant le 15 décembre 2023, j'ai une campagne de crowdfunding qui est en cours, qui compte beaucoup pour moi, qui marche très bien. Je vous invite à vous renseigner, il y a le lien dans la description. Vous aurez accès à toutes les infos pour comprendre de quoi il s'agit, de comment ou qu'est-ce, et enfin, tout. Il ne me reste plus qu'à remercier une fois encore la société Novium pour m'avoir fait confiance et vous rappeler que si vous utilisez le lien dans la description ainsi que le code promo YPensez, vous bénéficiez jusqu'au 29 novembre, Black Friday tout ça, d'une remise de 23% sur l'ensemble de la gamme Overpen. J'ai envie de dire qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt.